Annabelle, on avait abordé la semaine dernière les relations d'aide, la notion de relation d'aide. On n'avait pas tout terminé. Dieu sait qu'il y en a des choses là-dedans. On est allé dans le neurolinguistique. Et là, et ça, je trouve ça intéressant, vous m'écriviez dans le courriel à quel point la synergologie, le geste parle. Vous me disiez, entre autres, que qu'on le veuille ou non, ce n'est pas le geste qui est co-verbal, c'est le mot qui est co-gestuel. Donc, ce que vous nous dites, c'est que le geste parle plus fort. Si le mot peut mentir, le geste ment rarement. Bien, oui, parce que, comme je l'expliquais précédemment, généralement, c'est l'inconscient qui va gérer une grosse partie des informations qui sont dans notre cerveau. Et le temps qu'il la gère, évidemment, le corps a réagi à tout ce qui s'est passé, à l'émotion, à la pulsion, à la réaction. Et cette réaction-là va survenir bien avant que la personne soit consciente qu'elle a eu une réaction. Donc, comme les mots arrivent après ça, après la réaction physique, après la prise de conscience, c'est sûr que les mots vont à ce moment-là arriver beaucoup plus tard que le geste. Et quand on parle de geste, on ne veut pas nécessairement dire un mouvement de la main. Généralement, ça va être un mouvement de sourcil, un mouvement de pupille, un mouvement de langue, une crispation musculaire. Donc ça, c'est très instinctif. Si on se rase les sourcils, ça ne nous aide pas. Vous allez ça trouver un autre change truc rien pareil. Du tout. Il y a Okay. un mouvement musculaire quand même. OK. Vous êtes fort, vous êtes fort. Qu'est-ce que la cognition incarnée, là? Mais en Parce fait, que vous nous dites que la synergologie est la base. En fait, on se base sur la notion de cognition incarnée. Bien, en fait, la cognition incarnée, c'est la mémoire corporelle. Quand on a vécu une situation et qu'on la raconte à quelqu'un d'autre, on la revit. Notre corps le revit. Si vous racontez un conflit que vous avez eu avec un collègue de travail, vous allez avoir un ton agressif. Votre rythme cardiaque va accélérer. Votre respiration va s'accélérer. Vos joues vont rosir. Vous allez avoir des contractions musculaires. Vous allez revivre l'émotion que vous avez déjà vécue. Et donc, votre corps va traduire la même émotion. Si vous ne l'avez pas vécu et que vous essayez de mentir là-dessus, votre corps ne peut pas revivre quelque chose qu'il n'a pas vécu. Donc, on n'aura pas les mêmes réactions physiques puisqu'on passe pas par un vécu, mais plutôt par une invention. Et donc, quand on veut, par exemple, déterminer s'il y a un mensonge, comme c'est le cas en interrogatoire de police ou en relation d'aide, parce qu'en relation d'aide, ce qu'on veut faire sortir, c'est justement les mensonges que la personne se fait à elle-même. Quand on lui fait raconter une situation, quand on fait rappeler une situation, par exemple, vécue en couple, et qu'on veut bien connaître la situation de la personne, bien comprendre comment elle a vécu cette situation-là, quelle est sa perception, on va regarder si son corps est cohérent avec les mots et si les mots qui vont arriver après le corps, vont aller dans le même sens que le corps. Parce que quand on est en relation d'aide, puis c'est le cas aussi au travail, là, les gens ont tendance à adopter des mécanismes de défense, des patterns de comportement, et ils vont adopter des rôles. Ils vont jouer des personnages. Vous connaissez certainement autour de vous des gens qui sont des éternelles victimes. C'est toujours à eux qu'arrivent les pires malheurs de la vie. Ils ont toujours des tuiles qui leur tombent sur la tête. Jamais de leur faute. C'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute des autres. Il y a d'autres gens, par contre, qui sont, eux, des éternels sauveurs. Ils sont toujours là pour aider. Mais ils aident même avant que la personne ait demandé de l'aide. Donc, on adopte des personnages qui nous conviennent mieux pour toutes sortes de raisons. Puis généralement, ça s'installe durant l'enfance. Mais je reviens à votre victime. Est-ce que, à force d'incarner, parce qu'on se croit à un moment donné, on le croit vraiment, on arrive à bien jouer ce rôle-là au niveau non-verbal? Il y a une partie qui va être bien jouée, qui est la partie généralement la plus visible, les mains. Les mains vont aller dans le même sens que le personnage qui est joué. Par contre, le reste du corps, lui, ne dira pas tout à fait la même chose. Les pieds ne nous diront pas la même chose. Les sourcils ne nous diront pas la même chose. Les axes de tête ne nous diront pas la même chose. C'est toujours particulier quand je suis en coaching, par exemple, en entreprise, et que la personne va me raconter que c'est ses collègues qui sont méchants avec elle, que c'est les autres qui ont un problème avec elle, mais qu'elle, elle ne comprend pas. Ses mains vont aller dans ce sens-là. On va avoir des signes d'ouverture, des grands gestes amples, alors que le reste du corps, lui, va montrer des signes de fermeture, va montrer des signes de protection. Donc, on a deux messages qui ne sont pas tout à fait exactement les mêmes. Est-ce que ça veut dire que la personne elle-même ne croit pas ce qu'elle dit? Voilà. OK, elle est consciente que là, elle en met. Elle est partiellement consciente. Okay. Et c'est ça qui est difficile.
Parce que si vous y pensez bien, quand vous avez des pensées dans votre tête, il y a des pensées qui passent très, très vite, qui vont être écartées rapidement, puis il y a des pensées qui sont récurrentes et qui vont prendre toute la place. Les pensées qui sont récurrentes et qui prennent toute la place, ça va être les gestes des mains, entre autres. Mais les pensées qui passent très, très vite, eux autres, on va les voir dans les mouvements de sourcils, dans les axes de tête, dans les mouvements des pieds, dans les contractions musculaires, dans les crispations. Et c'est celles-là qui sont intéressantes à aller chercher. Je souris parce que je me dis, va bientôt falloir poser la question à la personne, es-tu synergologue? Avant de personnifier finalement notre... Aïe, aïe, aïe. Mais souvent, quand je suis en coaching ou quand je suis avec des amis, par exemple, qui vont pas bien et qui vont me raconter toute une histoire avec le conjoint ou avec les enfants, puis je me rends compte que le non-verbal est pas tout à fait cohérent. J'ai des messages contradictoires du non-verbal. Je vais faire une pause et je vais simplement les regarder. Okay. Et au bout de quelques secondes, c'est eux qui baissent les yeux puis qui me disent « ben c'est pas tout à fait ça ». Mais ils se sont construits un discours qui est socialement acceptable. Je me souviens d'un client qui, lui, me disait qu'il se sent toujours coupable de tout. Donc, il essaie toujours d'aider les autres, puis il se sent coupable, fait que là, il va avoir des émotions qui sont contradictoires, mais c'est toujours parce qu'il se sent coupable. Puis à un moment donné, je lui avais dit, la culpabilité, c'est une émotion socialement acceptable. C'est facile de dire, oh, moi, je me sens coupable. Ça paraît bien de dire ça. Mais d'être capable de dire, je ne gère pas bien ma colère, ça, c'est autre chose. Et la vraie raison, c'était pas pantoute la culpabilité. C'est une mauvaise gestion de la colère qui était due à un syndrome d'infériorité. Mais d'habitude, quand on se sent coupable, comment joindre culpabilité et colère? Bien, par exemple, en relation de couple, la personne me disait, puis c'est un ami proche, il me disait, bien moi, je me sens tout le temps coupable, fait que je disais toujours oui, puis j'étais pas capable de dire non, puis j'étais pas capable de mettre mes limites, puis à un moment donné, on s'est mis à creuser ça, puis en fait, c'est pas parce qu'il se sentait coupable puis qu'il avait peur de blesser l'autre. C'est parce qu'il n'était pas capable de s'affirmer. OK. C'est pas du tout la même chose, là. Fait que là, il reportait le problème sur, dans le fond, l'autre, je veux pas blesser l'autre, alors que le problème, c'est je suis pas capable de dire ce que je veux parce que je ne sais pas ce que je veux. Ouais, c'est moins gênant, comme vous le dites, c'est socialement Exactement. accepté. Ouais. Sauf qu'on n'avance à rien si on reste dans le personnage. Moi, le personnage du gars qui se sent coupable, il m'est pas utile, là. On travaille pas sur les vraies affaires. Donc, il a fallu revoir, puis il a fallu que je lui dise à un moment donné, ton non-verbal est pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça se pourrait-tu qu'il y ait d'autres raisons? Ça se pourrait-tu qu'il y ait d'autres solutions, d'autres aspects qu'on n'a pas regardés encore? Est-ce qu'il est possible que... Et là, j'ouvre une discussion pour essayer de tendre des perches et offrir à la personne une opportunité de dire ce qu'elle n'a pas osé dire à personne jusqu'à maintenant. Puis évidemment, souvent, quand je suis avec des gens, des clients en entreprise, puis qu'on tombe sur des morceaux beaucoup plus crunchy, beaucoup plus délicats, à ce moment-là, on réfère au programme d'aide aux employés, à un psychologue industriel pour essayer d'aller travailler certains aspects. Mais il faut ouvrir la porte. Et c'est ça, mon plus gros rôle, c'est d'offrir une opportunité, d'ouvrir des portes pour que la personne puisse, à ce moment-là, devenir plus authentique avec elle-même. J'essaie de penser à des types de personnages. Il y en a sûrement un dans le lot qui va confronter le spécialiste devant lui en disant, ben là, tu es en train de dire que ce soit un synergologue ou juste un psy qui veut aller plus loin en disant, es-tu sûr que c'est vraiment la source du problème? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Parce que là, tu ne veux pas te lancer dans une confrontation et même s'il vient de mettre ses cartes sur la table en montrant à quel point c'est un rôle qu'il joue, parce que quand tu pousses, c'est probablement encore plus évident que c'est un rôle. Mais comment garder les ponts ouverts? Puis souvent, plus, comme tu dis, plus c'est démonstratif, plus c'est spectaculaire, plus c'est un personnage. Ben oui. Puis évidemment, la question aussi, c'est qu'est-ce que moi, j'ai à faire? C'est quoi mon rôle là-dedans? C'est quoi mon rôle dans cette situation-là? Jusqu'où moi, je suis prête à aller? Jusqu'où moi, je suis capable d'être authentique et d'accueillir et de recevoir ce que l'autre va me dire? Puis évidemment, ça m'est arrivé avec des gens où ils ont vécu des situations difficiles, ils viennent pour pleurer sur mon épaule et je les reçois pas comme ils s'attendent à ce que je les reçois. Dans le sens que je ne vais pas le dire, ben pauvre de toi, c'est épouvantable ce qui t'arrive. Il y a des fois où je le vois que c'est un personnage, c'est assez évident, puis je vais commencer à suggérer d'aller chercher de l'aide. Et il y a des gens qui ne veulent pas, par exemple, voir un psy. Ils veulent rien savoir. Et pourtant, c'est la meilleure chose qu'ils pourraient faire.
Et là, je vais, encore une fois, tendre des perches. Puis je vais juste souvent nommer ce que moi-même je ressens. Et je vais dire, j'entends ta colère. Je te sens envahi. Je reçois ton émotion. Maintenant, cette émotion-là, elle t'appartient. Moi, je ne peux pas rien y faire. Ta colère, là, elle vient de toi. Elle ne vient pas de quelqu'un d'autre, elle ne vient que de toi. Il y a juste toi qui peux l'arrêter. Maintenant, ça prend des outils pour gérer cette colère-là. Et il y a des gens qui sont spécialisés pour t'aider à développer des outils. Puis il y a des fois où il y a des gens où je vais être obligée d'intervenir plusieurs fois avant qu'ils se décident à aller chercher de l'aide. Puis un psy, là, c'est la même chose qu'un médecin, c'est la même chose qu'un mécanicien, ça se magasine. Oui, bien sûr. Il y a des gens avec qui on a des affinités, puis il y a des gens avec qui on n'en a pas. Mais c'est sûr que moi, ma job, c'est d'ouvrir des portes, de permettre certaines prises de conscience et de permettre une communication qui est plus authentique. En même temps, moi, je me suis toujours dit, lorsque je magasinais, est-ce que je veux quelqu'un avec qui j'ai des affinités et est-ce que c'est parce que je sens que cette personne-là va être plus conciliante que j'ai des affinités ou parce que vraiment, elle est efficace? Exactement. Et je ne sais jamais comment répondre à ça. Donc, c'est souvent le prix et où est son bureau qui détermine. Puis souvent, après la première séance, on peut regarder, est-ce que je me sens mieux? Est-ce que j'ai juste raconté des affaires que j'ai déjà racontées ailleurs puis je n'ai pas l'impression d'avoir avancé? Est-ce que la personne m'a posé des questions auxquelles je n'avais pas pensé? OK. Donc, on peut faire un bilan de la rencontre. Idéalement, ce bilan-là, on le fait avec quelqu'un d'autre d'extérieur aussi. Donc, si vous avez des amis qui sont psychoéducateurs, des amis qui sont des coachs, des amis qui sont des gestionnaires en ressources humaines, par exemple, d'essayer de faire un bilan de votre rencontre, ça va vous permettre de voir si ça vous a permis de cheminer. Mais c'est sûr que des rencontres avec des psys, généralement, ça en prend 4-5 avant d'établir vraiment une bonne relation. Ouais. Jean-Sébastien, il nous reste à peu près combien de temps? Parce que j'ai envie d'aller sur une autre piste. OK, on va en prendre 3 minutes encore. Est-ce que, parce qu'on parle de relation d'aide, il y a des signes que je pourrais observer qui pourraient me parler? Est-ce que je pourrais être mon propre synergologue? Oui. C'est sûr que, émotivement, souvent, lorsqu'on a besoin d'aide, on est moins observateur, mais à vous un truc? Déjà, remarquez à quel moment vous changez de position sur votre chaise. OK. Donc, tant que vous êtes dans une position où vous êtes avancé, ça veut dire qu'il y a un intérêt, il y a un échange, il y a un désir de partager. Et regardez à quel moment vous allez vous reculer dans votre chaise et vous allez croiser vos jambes, croiser vos bras. À quel moment ça se produit? Ces 3 affaires-là, reculer ça dans va la dans chaise. une discussion, mais si... comment savoir si je suis, disons, vraiment victime ou si j'en mets moi-même, comme on le disait tantôt, peut-être qu'on se croit. Donc, est-ce qu'il y a des signes qui pourraient m'aider à comprendre si je m'observe pendant, 48 heures que finalement la situation n'est peut-être pas si pire ou je regarde peut-être au mauvais endroit? Il y a ce qu'on appelle la goutte de malaise. Ah bon? Quand vous discutez avec quelqu'un et que vous racontez quelque chose que vous ne croyez pas tout à fait vous-même, vous allez avoir tendance à boire de l'eau. Vous allez avoir tendance à porter votre verre à votre bouche. C'est Christian Martineau, un synergologue, qui avait observé ça en regardant plusieurs émissions où les gens se faisaient poser différentes questions et quand ils n'aimaient pas la question ou quand ils n'étaient pas à l'aise eux-mêmes avec la réponse qu'ils avaient donnée, ils avaient tendance à prendre leur verre et à prendre une gorgée. Regardez à quel moment vous prenez des gorgées d'eau. Puis souvent, ça va être des gorgées rapides. Alors que quand on est en séduction, le geste est plus lent, est plus fluide et plus lascif. Donc, regardez à quel moment vous prenez des gorgées d'eau, regardez à quel moment vous toussez, à quel moment vous vous étouffez avec votre salive. Donc, déglutir, ça joue aussi, là. Oui. Je me souviens d'un enfant qu'à chaque fois qu'on lui donnait une consigne et qu'il n'était pas d'accord, on entendait Ouais. C'était systématique. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que le père faisait la même chose. Ah oui. À chaque fois qu'il n'appréciait pas un commentaire qu'il était fait et qu'il ne pouvait pas répliquer, on entendait la même petite toux. Donc, remarquez à quel moment vous buvez, à quel moment vous avez une toux, une déglutition, et remarquez à quel moment vous vous grattez, à quel moment vous avez une démangeaison. Je sais pas de quoi on va parler lundi, mais j'ai déjà hâte.